Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux d'être avec vous pour discuter de ce livre, de ce nouveau livre qui va sortir. J'ai travaillé vraiment pendant des années sur ce livre, je dirais. À l'origine, c'est un cours qui était offert à mon université que j'ai perfectionné, je l'ai transformé en livre pendant presque une année complète. J'ai travaillé fort à la rédaction de ce livre-là. Et enfin, il est disponible, du moins pour les personnes en France, donc à partir d'aujourd'hui même. Pour le Québec, ça va être plus autour du mois d'octobre. On me parlait du 1er octobre, mais je ne suis pas certain de la date exacte. Ça dépend de plusieurs délais de livraison et tout, là. Mais bref, ça s'en vient. À ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, je vais euh, indiquer quelques éléments d'information sur ce livre-là, vous dire d'où ça vient, ce livre-là, quelle est la thématique, quels sont les différents éléments de contenu qui risquent de vous intéresser. Et comme je l'ai mentionné, si jamais vous avez des questions à la fin, vous pourrez poser vos questions, soit à l'oral, ce serait peut-être l'idéal, ou sinon, vous pouvez toujours utiliser la conversation. Sans plus tarder, donc, je vous partage mon écran pour vous présenter ça. Donc, quel est ce nouveau livre? Quelle est la thématique? Écoutez, comme vous le savez, je suis professeur à l'université. Je n'ai pas beaucoup de temps d'écrire des livres, OK? Quand je décide de prendre le temps d'écrire un livre, c'est parce que je juge qu'il y a une thématique importante sur laquelle on devrait s'attarder, une thématique qui mérite donc d'approfondir le sujet, une thématique qui est peu couverte dans les ouvrages existants. Et la voici, cette thématique-là. OK? Juste avant, ça vaut la peine de comprendre la différence qu'il y a entre le premier livre que j'ai écrit et ce deuxième livre. Dans les deux cas, il est question de principes s'appuyant sur le fonctionnement cérébral, mais des principes aussi pédagogiques, en pouvant favoriser les apprentissages et pouvant donc guider l'enseignement, la formation. Les principes de mon premier livre touchaient à l'apprentissage. En plus directement, c'était des principes pour favoriser l'apprentissage. C'était des principes pour construire des connaissances, des habiletés dans le cerveau. Dans ce livre-là, il était question de l'idée que pour apprendre, il faut que le cerveau change. Et pour aider le cerveau à changer, ben, il faut connaître la neuroplasticité du cerveau, qui, vous le savez, est cette capacité du cerveau à changer. Donc, c'est un livre qui portait sur comment est-ce qu'on peut aider les apprenants à changer leur cerveau pour apprendre. Ce livre-là portait surtout sur la neuroplasticité du cerveau et la mémoire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour emmagasiner de l'information dans son cerveau? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des idées, des concepts dans son cerveau? Et découlait de cette analyse des mécanismes de neuroplasticité sept principes. Sept principes qui s'appuie donc sur le fonctionnement de la neuroplasticité et, comme je le disais, des principes aussi qui ouvrent la porte à des mises en application pratiques. Le nouvel ouvrage, c'est également des principes complémentaires qui ne s'opposent pas du tout aux principes, à ces sept principes liés à la neuroplasticité, mais c'est des principes qui portent sur une problématique importante parce que parfois, on ne veut pas juste mettre des choses dans notre tête. On ne veut pas juste modifier les connexions neuronales. On ne veut pas juste acquérir des connaissances, des habiletés. Parfois, on veut aussi apprendre à utiliser correctement ce qu'il y a déjà dans notre cerveau. Et c'est particulièrement important dans le contexte du développement de compétences. Donc, la thématique du livre est en fait le développement de compétences. Au départ, je ne vous cacherai pas que la thématique, c'était ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est des fonctions cognitives qui permettent de contrôler nos pensées pour atteindre un objectif. En recherche, moi, la thématique que je connais le plus, c'est même pas la neuroplasticité du cerveau, donc la thématique de mon premier livre, c'est vraiment davantage les fonctions exécutives. Lorsqu'on parle de la mémoire de travail, du contrôle inhibiteur et de d'autres aspects de cette nature-là, on fait référence donc aux fonctions exécutives. Mais au lieu d'écrire un livre portant sur les fonctions exécutives, je me suis dit, qu'est-ce qui est particulièrement important lorsqu'on s'intéresse aux fonctions exécutives? Ces fonctions jouent un rôle lorsque les tâches à accomplir sont complexes. Lorsque ce qu'on cherche à développer, c'est des éléments qui ne sont pas si évidents, qui impliquent de traiter de l'information, de sélectionner parmi plusieurs possibilités. Et lorsqu'il est question de compétences, il est question de ça. On ne peut pas être compétent
simplement en connaissant des choses. Hein, vous savez, pour être compétent, il faut avoir des connaissances, des habiletés, mais encore faut-il savoir les utiliser correctement, au bon moment, dans les bons contextes. Et ça demande une analyse qui est faite par la partie avant de notre cerveau, partie avant qui joue un rôle déterminant dans les fonctions exécutives. Et de façon étonnante, quand je me suis mis à regarder la littérature sur le développement de compétences, j'ai réalisé qu'on parle très peu des fonctions exécutives dans le cadre du développement des compétences. Il y a des livres sur le développement de compétences. On parle de plus en plus des fonctions exécutives en éducation, mais il n'y a pas de lien qui est fait entre les deux. Très peu, en tout cas. Et pourtant, l'idée de développer des compétences, c'est crucial dans une variété de concepts, contextes. C'est crucial à l'école, que ce soit pour les plus jeunes enfants comme pour les plus vieux. C'est crucial lorsqu'on va aux études pour devenir compétent dans un domaine. C'est crucial dans notre travail de tous les jours, puisque notre travail souvent évolue, ce qui implique de développer des compétences, et si bien que la question des compétences, elle est vraiment cruciale. Et là, je mets de côté toutes les compétences qu'on a besoin dans notre vie personnelle et dans nos interactions avec les autres. Bref, la compétence, l'idée de devenir plus compétent est omniprésente dans plusieurs sphères de nos vies et pourtant, et pourtant, les ouvrages qui parlent du développement de compétences font peu référence aux fonctions exécutives, font peu référence à la mémoire de travail, qui est une fonction exécutive tout à fait centrale. Ah, la mémoire de travail, voyez-le comme un espace qui nous permet de réfléchir, d'analyser, d'avoir différentes idées. Et cette mémoire de travail, elle est tout à fait cruciale pour être compétent, parce qu'on ne peut pas être compétent sans analyser l'information, avoir un certain objectif en tête, donc dans la mémoire de travail, et que cet objectif et le contexte qui est lié à cet objectif-là guide l'activation de nos connaissances et des ressources dans notre cerveau. Fait que vous voyez, pour être compétent, il faut avoir des connaissances, des habiletés qu'on peut acquérir grâce à des modifications dans les connexions neuronales de notre cerveau. Mais une fois qu'on a les ressources dans notre cerveau, il faut être capable de les utiliser. Et certaines personnes ont de la difficulté à accomplir des tâches lorsqu'elles sont complexes, même lorsqu'ils connaissent certaines choses, parce qu'ils ne savent pas nécessairement activer les bonnes ressources au bon moment. Et tout ça, donc, implique un traitement d'information qui a lieu dans la mémoire de travail. Or, la mémoire de travail, on connaît assez bien ses caractéristiques en recherche depuis plusieurs années. On en connaît de plus en plus aujourd'hui sur les mécanismes cérébraux liés à cette mémoire de travail. Donc, vous voyez le paradoxe? On a un ensemble de connaissances sur la mémoire de travail et globalement sur les fonctions exécutives et très, très peu de liens avec les compétences, alors que c'est crucial. Donc, c'est pour ça que le livre porte sur le développement de compétences, mais surtout sur le lien entre les fonctions exécutives et le développement de compétences. Je vous disais la mémoire de travail, mais également le contrôle inhibiteur, qui est un autre outil que le cerveau a pour contrôler nos activations, contrôler nos idées. Et ça, ce contrôle-là, ce pilotage des activations est crucial lorsqu'on doit faire preuve de compétence. Autrement dit, être compétent, c'est notamment apprendre à utiliser ces fonctions exécutives. Et là, je fais référence en particulier à la mémoire de travail et au contrôle inhibiteur. Donc, le livre aborde ces thématiques-là et arrive à identifier quatre principes liés à la mémoire de travail qui sont susceptibles de favoriser le développement de compétences et deux principes liés au contrôle inhibiteur. Donc, deux principes qui ont un ensemble de stratégies qui sont interreliées. Fait que, bref, deux aspects centraux du livre, c'est vraiment la question de la mémoire de travail et du contrôle inhibiteur. Voici à quoi ressemble le livre. Donc, titre, développer des compétences. C'est vraiment le titre qui a été retenu au final. Il y avait différentes versions. Une première version, c'était contrôler son cerveau. Hein, parce que les fonctions exécutives servent à contrôler, piloter ce qui se passe dans notre cerveau. Alors, c'est un titre initial, mais que, après réflexion, j'ai mis de côté. L'idée de contrôler son cerveau, ça a comme quelque chose de presque effrayant, là, je sais pas, il y a comme quelque chose qui accroche. Donc, j'ai voulu plus aller vers un titre qui met l'accent sur les compétences. Au départ, le titre était Devenir compétent. Mais ça accrochait ça aussi. J'aimais pas trop ça parce que lorsqu'on dit devenir compétent, ça sous-entend qu'on n'est pas compétent. Et on est tous
compétent dans certains aspects, hein. Donc, plus l'idée du livre, c'est davantage de développer de nouvelles compétences ou de développer encore plus les compétences qu'on aurait partiellement. Donc, développer des compétences. L'image de la couverture, c'est celle-ci, qui a été choisie par la maison d'édition. Il y a différentes façons, je pense, d'interpréter cette image-là, mais moi, la façon dont je le vois, c'est, vous voyez, il y a des individus qui ont tous une ampoule. Donc, ils ont tous des ressources pour accomplir quelque chose. Mais il ne faut pas seulement avoir l'ampoule, il ne faut pas seulement avoir les ressources, il faut aussi savoir activer les bonnes ressources au bon moment pour être compétent. Et c'est ce qu'on voit ici. Sous-titre du livre, comment mieux utiliser son cerveau? Parce que c'est ça l'idée. Pour être compétent, il faut savoir utiliser les ressources de notre cerveau. Et là, il y a toutes sortes de problématiques et d'enjeux qui en découlent. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment d'être capable, donc, de mobiliser au mieux son cerveau. Je ne vous cacherai pas que ce n'était pas mon sous-titre premier, OK? Mon sous-titre premier est en fait jugé trop long, donc on a voulu le rendre plus court, mais c'était comment apprendre et enseigner à mieux utiliser les ressources du cerveau. En ça, c'est vraiment le cœur du livre. Et là, quand on enlève certains mots, on se retrouve avec comment mieux utiliser son cerveau. Le mot comment est central parce que ce livre présente des mécanismes cognitifs et cérébraux liés aux fonctions exécutives, mais aussi le comment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour favoriser le développement de compétences. Si vous avez jeté un coup d'œil à mon premier livre, c'était vraiment ça l'idée de partir de notre compréhension du fonctionnement cérébral pour arriver à des principes et même à des stratégies de mise en application de chacun des principes. J'ai retenu un peu la même idée pour cet ouvrage, mais comme vous l'aurez compris, la thématique est différente et très complémentaire. Donc, l'idéal, ce n'est pas de mettre les 7 principes que j'ai présentés dans mon premier livre de côté, au contraire, c'est plutôt de se dire, dans certaines situations, ces 7 principes-là ne sont pas suffisants. Il faut plus. Et qu'est-ce qu'il faut de plus? Souvent, il faut apprendre à gérer la complexité, à réussir à accomplir des tâches, à pas juste savoir, mais savoir faire et savoir utiliser. Fait que si on regarde la couverture du livre, vous voyez, ça, c'est le derrière de la couverture qui contient des informations que je veux vous mettre en évidence. Euh, Première information, ça s'appuie sur près de 200 études. C'est quand même beaucoup, OK? Je vais vraiment faire un travail de revue de la littérature substantielle pour essayer autant que possible de faire des liens riches et pertinents entre les fonctions exécutives et le développement de compétences. 200 études qui portent sur le cerveau et l'apprentissage et découlent de l'analyse de ces études-là, parce qu'en fait, j'en ai analysé beaucoup plus que 200 études, vous l'aurez compris, j'ai fait une sélection, mais découlent de cette analyse-là 6 principes, les 6 principes dont je vous parlais, liés aux fonctions exécutives. Ces principes permettent d'apprendre et d'enseigner comment mieux utiliser les ressources du cerveau et développer des compétences. Donc, vous voyez, le sous-titre initial de l'ouvrage ressemblait beaucoup à ça. Comment apprendre et enseigner à mieux utiliser les ressources du cerveau. Ce livre-là est pertinent parce que je vous le disais, les compétences sont partout. À l'école et tout au long de la vie personnelle, on a besoin de développer des compétences. On a besoin de maîtriser des nouveaux savoir-faire. Et c'est là le cœur du livre. C'est pas juste de savoir, c'est de savoir réussir certaines tâches qu'on ne peut pas réussir si on n'est pas compétent. Ce livre s'adresse à beaucoup de publics cibles, dans le fond, hein. J'ai voulu ce livre-là général, mais toujours axé sur l'apprentissage et l'intervention pédagogique. Ça peut être pertinent pour des adultes qui veulent parfaire leurs compétences professionnelles et je dirais leurs compétences aussi d'ordre personnel lorsqu'on veut s'améliorer dans n'importe quoi, incluant les passe-temps qu'on pourrait avoir. Je ne sais pas, vous voulez apprendre à jouer de la guitare, ben, vous allez trouver des pistes dans ce livre-là pour développer certaines nouvelles compétences. Le livre s'adresse d'abord et avant tout aux enseignants et aux formateurs, hein. Vous savez, moi, je suis enseignant de formation et évidemment, ce qui m'intéresse, c'est l'intervention pédagogique. Donc, on trouve pour les enseignants et les formateurs des stratégies pour favoriser justement le développement de compétences. Pour les parents, ça peut être des pistes parce que quand on est parent, des fois, on a des points de repère pour aider les élèves, notre enfant dans ses apprentissages, apprendre des connaissances, mémoriser certains items.
Mais lorsqu'on demande à l'enfant de développer des compétences en tant que parent, des fois, on ne sait pas trop par quel bout prendre. Hein, vous savez, plusieurs des programmes d'études, c'est développer des compétences, mais comment est-ce qu'on fait pour aider un enfant à développer la compétence, des compétences en mathématiques, des compétences à résoudre des problèmes, par exemple? C'est pas facile. C'est pas facile de trouver un levier pédagogique ou un levier d'intervention sur lequel intervenir. Ben, ce livre peut notamment servir à ça. Il peut servir aussi aux étudiants pour parfaire leur stratégie d'études et d'apprentissage. Donc, un livre qui porte sur le développement de compétences, qui s'appuie sur les sciences du cerveau et de l'apprentissage. Euh, Pourquoi les fonctions exécutives, c'est si important dans le développement de compétences? J'ai essayé de le représenter de façon schématique ici. OK? Être compétent, c'est être capable d'apprendre, de réaliser une tâche relativement complexe, une tâche qu'on a dû développer quelque chose pour être capable d'y arriver. Donc, les tâches excessivement faciles qu'on accomplit spontanément n'exigent pas vraiment de compétences. Mais lorsqu'on a une tâche complexe, ça veut dire qu'on a un certain objectif à atteindre dans un certain contexte. Il va falloir choisir les actions pertinentes pour réussir cette tâche-là et donc faire preuve de compétence. Mais le lien entre la tâche et le choix des actions, ça ne se fait pas directement. Il faut absolument un lieu d'analyse. D'analyse, dans un premier temps, de la tâche. C'est-à-dire, lorsqu'on a une tâche complexe, là, il faut faire preuve de compétence, ben, il faut analyser l'information qui permet de comprendre la tâche. Hein? Parfois, l'information est présentée sur un texte, parfois elle est transmise à l'oral, mais dans tous les cas, il faut bien analyser l'information pour identifier le ou les objectifs à atteindre, mais aussi avoir conscience du contexte et des contraintes avec lesquels il va falloir euh, manœuvrer pour être capable d'y arriver. Hein, vous savez, pour atteindre un objectif, on peut avoir des contraintes de temps, des contraintes de ressources, des contraintes de plusieurs ordres. Et là, pour agir avec compétence, souvent, il faut prendre en compte le contexte et prendre en compte les contraintes, le cahier des charges en quelque sorte. Donc, l'ensemble des éléments qu'on doit prendre en compte d'une façon ou d'une autre. Mais ça va plus loin que ça. Parce qu'une tâche complexe nécessite, on ne peut pas la faire, on ne peut pas choisir les actions immédiatement. Il va falloir mobiliser des ressources pour être capable d'accomplir cette tâche-là, notamment des ressources internes, des ressources qui sont déjà dans notre cerveau, comme des connaissances, des habiletés ou des attitudes. Mais ce n'est pas tout donc d'avoir ces éléments-là dans notre cerveau. Il faut être capable d'identifier les besoins associés à la tâche et activer les bonnes ressources internes de façon à pouvoir les utiliser correctement. Des ressources internes, mais également des ressources externes. Hein. De l'information parfois qu'on trouve dans des livres sur Internet ou auprès d'experts peuvent servir à sélectionner les actions pertinentes pour réussir. Fait que vous voyez, il faut absolument ce rectangle rouge ici. Ce rectangle rouge qui est un lieu de rencontre entre l'information sur la tâche, les ressources internes, les ressources externes. C'est en fait un centre de contrôle. Il faut un centre de contrôle, donc un lieu de rencontre, mais aussi il faut un pilote, il faut un chef d'orchestre, il faut un centre de contrôle qui va retenir quel est l'objectif, sélectionner les ressources pertinentes, utiliser correctement ces ressources pertinentes-là et parfois même combiner des ressources ou même parfois les transformer, les mettre en application, planifier une séquence d'utilisation des ressources pertinentes pour arriver à des actions justifiées et pertinentes, encore une fois, pour accomplir la tâche. Fait que c'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple d'arriver à réussir des tâches complexes. Et ce centre de contrôle-là est possible dans le cerveau grâce aux fonctions exécutives. D'où le lien qu'il y a entre compétences et fonctions exécutives. Il faut ce pilote, ce centre de contrôle, et ça existe dans notre cerveau. Hein, c'est notamment lié au cortex préfrontal et, comme je vous le mentionnais, notamment lié à la mémoire de travail et au contrôle inhibiteur. Fait que le livre, autrement dit, essaie de mieux comprendre les fonctions exécutives pour essayer de favoriser le développement de compétences et l'apprentissage. Et on essaie d'identifier donc des principes qui sont à l'intersection entre la recherche et la pratique. Et le livre présente aussi des stratégies concrètes pour mettre en application chacun des principes. D'ailleurs, parlant des principes, les critères de sélection de ces principes-là sont similaires à ceux de mon premier livre, c'est-à-dire j'ai essayé d'identifier des principes qui s'appuient sur des données publiées dans des revues scientifiques,
Donc, une tentative d'essayer d'identifier ce qui est associé à la plus grande probabilité de favoriser les apprentissages et le développement de compétences. Ce sont aussi des principes généraux, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent tout le temps. Ils s'appliquent à tous les domaines et à tous les types d'apprenants. Donc, on parle d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de personnes qui ont plus de difficultés ou moins de difficultés ou même de la facilité, des personnes qui ont un trouble d'apprentissage ou qui n'ont pas de trouble d'apprentissage. Dans tous les cas, les différents principes qui sont présentés peuvent avoir une certaine utilité. Voici un aperçu de ce que contient ce livre-là. Donc, c'est en quelque sorte un peu la table des matières présentée dans une figure. Il y a trois grandes sections. Une section plus d'introduction, si vous voulez, sur la question des compétences et des fonctions exécutives. Une section sur une fonction exécutive tout à fait centrale dans le développement de compétences, et là je fais référence à la mémoire de travail, et une autre section sur le contrôle inhibiteur. La première section commence en se demandant qu'est-ce qu'il faut pour être compétent. Donc, on essaie de comprendre ce qu'est une compétence et ce qu'il faut pour être compétent. Et on réalise assez vite qu'il faut les fonctions exécutives. Comme il faut les fonctions exécutives, dans le deuxième chapitre, on se pose la question, est-il possible d'améliorer les fonctions exécutives? Donc, est-ce qu'on peut rendre la mémoire de travail plus apte à traiter un plus grand nombre de connaissances? Est-ce qu'on peut développer un meilleur contrôle inhibiteur de façon générale? Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Donc, ce chapitre aborde cette question-là. Et je vais vous le dire tout de suite, ça finit pas sur une bonne note, ce chapitre-là. C'est un peu décourageant, en fait, parce que j'ai vraiment essayé de trouver des exercices, des entraînements ou des contextes ou des programmes éducatifs qui favoriseraient le développement des fonctions exécutives, et ce n'est pas du tout convaincant. La plupart des études montrent qu'il n'est pas possible d'améliorer les fonctions exécutives. Quand c'est possible, le gain est modeste. Quand c'est possible, le gain est temporaire. Fait que, bref, l'intuition qu'on pourrait avoir que si les fonctions exécutives sont en lien avec les compétences, développer, améliorer les fonctions exécutives devrait aider à être plus compétent. Mais malheureusement, cette intuition qu'on pourrait avoir ne fonctionne pas bien. Il y a plusieurs chercheurs qui y croyaient et qui y ont cru longtemps, mais aujourd'hui, de plus en plus d'études suggèrent que c'est peu probable, ou en tout cas, il n'y a pas de preuves convaincantes à l'heure actuelle qu'on peut améliorer les fonctions exécutives. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Je ne vais pas vous suggérer des exercices ou des programmes d'entraînement pour améliorer les fonctions exécutives, mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? À vrai dire, on peut faire plein de choses au niveau pédagogique. Et c'est ce que propose l'entièreté du livre, en fait. Donc, première partie, donc après cette introduction, ça porte sur la mémoire de travail. On présente la mémoire de travail, ses caractéristiques, et ce qu'on se rend compte, c'est que la mémoire de travail, elle est très limitée. Il y a un risque de surcharge de la mémoire de travail. Quand il y a trop de choses qui vont en même temps dans la mémoire de travail, on peut être surchargé. Donc, pour être compétent, il ne faut pas que la mémoire de travail soit surchargée. Alors, un angle d'attaque assez intéressant, c'est d'essayer d'identifier des stratégies pour réduire les risques de surcharge de la mémoire de travail. Et c'est précisément ce qui a été fait. C'est-à-dire que chacun des chapitres présente un principe pour réduire les risques de surcharge de la mémoire de travail. Deuxième grande partie porte cette fois-ci sur une autre fonction exécutive, le contrôle inhibiteur. Le contrôle inhibiteur, c'est aussi important dans le développement de compétences, hein, parce qu'en fait, dans certaines situations, on a certaines idées qui nous viennent en tête spontanément, ou certaines façons de faire, ou certaines stratégies qui vont nous jouer des tours, qui vont constituer en quelque sorte des pièges. Et donc, on va essayer d'accomplir la tâche qu'on nous demande, mais au lieu de la réussir, on va la rater parce qu'on a utilisé la première idée qui nous vient en tête. On a utilisé un automatisme qu'on appelle une intuition, une stratégie s'activant spontanée dans notre cerveau. Et dans certaines situations, être compétent, c'est pas prendre la première idée qui nous vient en tête. C'est en fait bloquer, contrôler, mettre de côté, désactiver la première chose qui nous vient en tête pour aller plus loin. Et ça, c'est un défi. C'est un défi pour le développement de compétences. Donc, ce chapitre-là porte sur le contrôle inhibiteur, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et met l'accent sur le fait que lorsqu'il y a des erreurs, et en particulier des erreurs persistantes, des erreurs qui ont tendance à revenir, hein, des personnes qui font les mêmes erreurs ou qui font des erreurs, se corrigent, mais que les erreurs reviennent par la suite.
Dans ce temps-là, souvent, ça nécessite du contrôle inhibiteur pour être capable de surmonter cette erreur-là. Alors, les deux principes ciblés, ce sont des principes pour aider les tâches et les domaines de compétences qui exigent, donc qui demandent de bloquer ces automatismes grâce au contrôle inhibiteur. Le premier principe concernant le contrôle inhibiteur, c'est de réduire le besoin d'inhibition. Il y a des choses qu'on peut faire pour que les tâches qui nécessitent de l'inhibition demandent un peu moins d'inhibition. Et si ça demande un peu moins de contrôle inhibiteur, donc ça peut devenir plus facile de faire ces tâches-là. Un autre angle d'attaque, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut favoriser l'activation du contrôle inhibiteur. Alors, encore une fois, il y a des stratégies qui sont dans le livre qui permettent donc d'activer ce contrôle inhibiteur, de faciliter l'activation du contrôle inhibiteur. Alors, tout ça combiné, hein, si on utilise la mémoire de travail sans la surcharger, si on utilise le contrôle inhibiteur en cas de besoin, tout ça donc peut favoriser le développement de compétences. Le livre a 342 pages, qui est quand même pas mal plus que mon premier livre, qui est à peu près 250 pages. Quelque chose de plus substantiel, mais pas de très, très long. Parce qu'en fait, dans le livre, on présente des études et souvent, il y a des figures. Le livre contient en fait 101 figures. Puis, vous en doutez, une figure, ça prend de l'espace. Donc, parmi les 342 pages, il y a beaucoup d'espace consacré à des figures. Des figures qui présentent des résultats, qui présentent des synthèses. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques-unes de ces figures-là pour que vous ayez une meilleure idée. Il y a dans le livre des figures qui sont en fait des résumés de chapitres. J'avais fait ça dans mon premier livre, j'ai fait la même chose ici. Par exemple, ça ici, c'est la figure qui résume les éléments présentés en lien avec le principe 2, qui est d'optimiser les modalités de présentation. Si on veut que quelqu'un soit compétent, il faut qu'il soit capable de traiter l'information et la façon qu'on utilise pour présenter l'information peut créer ou pas une surcharge de la mémoire de travail. Alors, on présente différentes stratégies et différentes techniques pour éviter que notre modalité de présentation vienne trop surcharger inutilement la mémoire de travail. Figure synthèse ici. Parfois, ce sont des figures qui présentent des résultats de recherche. Hein? Par exemple, ici, on a trois régions cérébrales qui sont identifiées, puis on regarde qu'est-ce qui arrive à l'activité cérébrale quand la quantité d'informations augmente, augmente, augmente. Ce qu'on remarque, c'est dans des régions du langage et dans des régions de l'audition, quand la quantité d'informations qu'on écoute augmente, l'activation dans ces régions-là augmente également. Comme si le cerveau était capable de s'ajuster à la demande, plus de demandes, plus d'activation. Super. Mais dans la partie avant de notre cerveau, dans une région liée à la mémoire de travail, ce n'est pas ça qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est au départ, c'est quand la quantité d'informations augmente, l'activation augmente, mais à un moment donné, le cerveau est plus capable de s'activer plus. Et il y a en fait une désactivation lorsqu'il y a trop d'informations à traiter simultanément. Et cette désactivation, c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive, la surcharge de la mémoire de travail. Quand on est en état de surcharge, on n'est pas compétent. On n'est pas capable d'apprendre des tâches qu'on est en train de faire. Donc, d'où l'intérêt d'essayer d'éviter à tout prix, je vous dirais, ce risque de surcharge. Certains schémas ont pour objectif de vous expliquer certaines notions, comme par exemple, la mémoire de travail contient une certaine capacité à traiter l'information. Il y a un réservoir de ressources cognitives disponibles. Et quand on met de l'information dans la mémoire de travail, une partie de ces ressources sont utilisées pour accomplir la tâche. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, on a beaucoup de ressources dans notre mémoire de travail. On commence à faire une tâche, la quantité de ressources diminue pendant la tâche, et lorsque la tâche est terminée, ben, la quantité de ressources à nouveau disponibles redevient à son niveau initial. Si on dépasse les limites de la mémoire de travail, à ce moment-là, on dépasse les limites, la quantité de ressources disponibles, et là, ça ne marche pas. On décroche, on oublie, on n'est pas capable d'être compétent, on devient un peu perdu. On veut évidemment éviter cet état-là. La plupart des tâches, le niveau de ressources nécessaires dans une tâche va fluctuer dans le temps. Parce que souvent, les tâches complexes nécessitent plusieurs étapes. Et chaque étape exige une certaine quantité de ressources. C'est ce qu'on voit ici. On commence une tâche, la quantité de ressources varie, mais si à un moment donné, on dépasse les limites, on utilise trop de ressources par rapport à celles disponibles, on devient en état de surcharge. On oublie, on n'est plus capable de fonctionner. Fait qu'on on peut, pour faire preuve de compétence, commencer dans la bonne direction, mais à un moment donné, on peut devenir perdu.
puis de plus être capable de fonctionner puis d'être compétent. Ce qui peut arriver, hein, on essaie de résoudre un problème, par exemple, on a l'impression que ça marche au début, puis à un moment donné, on ne sait plus trop où on s'en va. C'est souvent parce qu'il y a eu une surcharge. Donc, ce qu'on veut, c'est le scénario ici. On fait une tâche, le niveau de ressources va fluctuer au cours de cette tâche-là, mais il ne faut jamais dépasser les ressources disponibles. Donc, il ne faut jamais dépasser les limites de la mémoire de travail. Donc, ce livre essaie de mettre en évidence, en fait, que pour être compétent, il faut essentiellement deux choses. Il faut activer les neurones pertinents pour accomplir la tâche. Donc, il faut activer les bonnes connaissances, les bonnes habiletés, les bonnes ressources. Et ça nécessite la mémoire de travail. Le défi, c'est que la mémoire de travail est tellement limitée qu'il y a constamment un risque de surcharge. Risque de surcharge qu'on doit essayer d'éviter, de réduire en utilisant ces quatre principes-là qui sont décrits plus en détail dans le livre. Dans certains cas, il faut également désactiver des neurones non pertinents. Hein, c'est ce qui arrive lorsque une première idée qui nous vient en tête, elle n'est pas bonne, il faut la mettre de côté, il faut être capable de la bloquer, de la contrôler, de l'enlever. Et ça, c'est possible grâce au contrôle inhibiteur. Et le défi, donc, c'est de contrôler ces automatismes, d'être capable d'inhiber, de bloquer nos automatismes non pertinents dans une tâche donnée pour être capable de faire preuve de compétence. Et là, deux principes sont associés à cet élément-là. Fait que bref, j'ai essayé de trouver des pistes de solutions derrière le développement de compétences qui est peut-être un des apprentissages les plus exigeants, les plus difficiles. Et je pense que vous allez trouver des pistes assez intéressantes là-dessus. En tout cas, si jamais vous mettez la main sur l'ouvrage, qui est disponible en France à partir d'aujourd'hui, de ce qu'on m'a dit, et au Canada, ça va être au mois d'octobre. Je pense que le livre est disponible en version électronique, même au Canada, sur le site d'Odile Jacob. Si jamais ça vous intéresse, vous jetterez un petit coup d'œil à ça.